Je lance l'enregistrement, j'arrive pas à libérer le… Ouais, je sais pas. Ok. Il s'est passé un truc. T'allais Tu dire peux quoi, pas Marie? transférer? Pardon. J'arrive Nous, pas à te le Ok. libérer. Pardon. Allez-y, on vous a coupé. Excusez-nous. Justement, vu qu'il y avait cette carte, je voulais profiter parce qu'on a fait la même carte et on a comparé justement 2010 avec 2017 et on a lu un peu les documents aussi, donc toute la question de l'arrachage des vignes. Mais par contre, quand on met les deux cartes une à côté de l'autre, on voit justement que tout ce que c'est les prairies permanentes, les zones de pâturage, que ça a augmenté. Mais par contre, moi, de mon côté, il me semble aussi que les vignes ont augmenté, surtout dans la zone en dehors de la zone rouge. Je peux peut-être partager mon écran avec Ouais, le attends, je quitte le partage Alors, d'écran. juste avant que tu fasses ça, Oh, pardon. non, c'est pas grave. Mais en tout cas, sur l'écran précédent, vous avez vu que vous avez une légende qui, pour partie, c'est vous qui l'avez constituée, mais pour d'autres, c'est des légendes avec des terminologies qui sont, on va dire, standards. Donc attention, estive, c'est ce qui est écrit dans la légende ou dans la nomenclature qui vous est proposée, qui est une légende, on va dire, nationale. Ça ne veut pas forcément dire que ici, c'est une estive. Donc vous êtes des agronomes, il va falloir aussi vous demander à quoi ça correspond. Donc on y reviendra probablement plus tard, mais à quoi correspond, j'ai pris l'exemple d'estive, hein, mais ça peut être un autre, à quoi correspond effectivement le mot estive et est-ce qu'en l'occurrence, il est approprié pour décrire les zones dont il est question ici. Ouais, c'est une question que je me suis posée parce que du coup, Voilà. quand j'ai vu qu'il y avait principalement des chênes, je me suis demandé si on pouvait considérer que c'était des estives ou pas. Bon, donc en fait, effectivement, il y a deux questions derrière cette terminologie. La première, c'est est-ce que un mot et un seul, et en tout cas, tout de suite, hein, pour aujourd'hui, au niveau où vous en êtes, où vous découvrez, donc ce que vous avez fait, c'est vachement bien, mais attention, un mot, est-ce que c'est suffisant pour décrire à la fois, si vous voulez, la composition floristique, hein, donc la flore et les caractéristiques écologiques de ces sites-là, ça c'est le premier, et les usages qui en sont faits. Parce que derrière ça, derrière le mot estive, ça peut être entendu par une combinaison en fait de deux propriétés. Une propriété qui est un usage agricole, mais aussi donc des éléments de description de la végétation qui est plutôt herbacée, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faudra bien s'interroger sur la nature véritablement de ce qu'on a appelé estive. Par exemple, dans l'exemple ici. Ok. Marie, tu voulais montrer ton écran? Ah ouais, comment on fait comme ça? Ah, du coup, un peu les mêmes cartes, aussi vite fait pour seulement visualiser un peu les données au premier coup. Et justement, la question qu'on s'est posée en lisant un petit peu la bibliographie, du coup, pas encore toute, c'est justement qu'on a lu qu'il y a eu une reconversion après l'arrachage en 2010-2011 des parcelles, par exemple en céréales, chose que dans ces deux cartes, on ne voit pas. Du coup, là, on voit quelques parcelles en blé et ici, il n'y en a plus. Et à part justement les zones ici où on voit que ça augmente les prairies, je ne sais pas, mais moi, je ne voyais pas trop la conséquence de cet arrachage. Après, je ne sais pas, on n'a pas lu vraiment bien tous les documents, mais je me demandais si les autres groupes, qu'est-ce qu'ils en pensaient par rapport à ça. Ce qu'il faut que vous voyez, c'est que dans les documents que vous avez consultés, effectivement, on vous parle de la politique d'arrachage qui a eu lieu dans le département de l'Hérault. Par contre, les documents là que vous mettez en comparaison sont relativement récents, c'est-à-dire 2010-2017. En 2010, une grosse partie de la politique d'arrachage qui a été menée dans le département était déjà plus ou moins aboutie, ou en tout cas était sur sa fin. Donc, ce n'est peut-être pas forcément sur ces dates que vous allez voir sur les cartes que vous manipulez là, autant la dynamique en lien avec des pertes de surface en vigne, etc. Voilà, Olivier peut peut-être préciser, mais
en 2010, c'était déjà un petit peu tassé, quoi, on va dire, C'est la ça. politique d'arrachage. Ah, ok. Ben, on s'était dit ça aussi. Ok, bon, ben, si vous l'avez dit, c'est bon. Mais effectivement, Faudra, ouais. non, mais faudra, vous l'avez dit, hein, donc je pense que c'est tout à fait juste. Donc vous avez lu pour l'instant de manière assez rapide. Donc il faudra positionner effectivement les dates de vos observations, enfin, de manière même indirecte via les cartes que vous produisez. Il faudra aussi les mettre en relation avec les dates des périodes et des phases d'arrachage qui, effectivement, là aussi, dans les documents que vous allez pouvoir consulter, vont être un petit peu antérieurs à ça. Donc, ce que vous avez, c'est effectivement un phénomène qui est déjà changé. Et puis, la deuxième chose, c'est que vous allez voir, mais ça, c'est vrai pour tous les groupes, que cette question d'arrachage a frappé de manière relativement contrastée la région en général. Et en particulier, c'est pas déroulé de la même façon dans les vignobles d'appellation et les vignobles hors appellation. Donc, dans les communes, c'est les zones hors appellation qui auront été le plus impactées. Donc, il pourrait être intéressant d'essayer de voir si on ne peut pas récupérer des données ou des éléments qui nous permettraient de positionner géographiquement les zones d'appellation sur le territoire sur lequel vous travaillez. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont allés sur Géoportail et vous avez peut-être pu constater dans la sous-partie agriculture qu'il y avait une couche justement qui permettait de faire apparaître les délimitations des appellations viticoles. Et du coup, ça permet un peu de resituer, notamment sur la zone Loret-Claret. Hein, il y a l'appellation, il y a une partie de ces deux communes qui sont sur l'appellation Pic-Saint-Loup. Et effectivement, la politique d'arrachage, elle n'avait pas forcément vocation à travailler directement ou en priorité sur ces zones d'appellation, mais plutôt de faire diminuer la production de certaines autres régions de production ou sous-régions de production, notamment autour de Béziers, dans la vallée de l'Hérault, etc., où là, on était sur des modes de production plutôt quantitatifs plutôt que qualitatifs, alors que sur la région du Pic-Saint-Loup, on était déjà dans un changement de, de posture et on était déjà passé sur des modes de production qui visaient à produire du vin de qualité et pas forcément en très 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 grande quantité. Donc ce n'était pas la zone qui était la plus ciblée pour ces politiques d'arrachage. Bien qu'il y ait eu quand même un renouveau des cépages, etc., mais qui ne donnait pas lieu forcément à un arrachage définitif. Il y a pu aussi avoir dans ces politiques de renouveau des terroirs viticoles, des politiques d'incitation à l'arrachage pour replanter des meilleurs cépages ou des cépages qui étaient conformes à ce qui était attendu par l'appellation. Et c'est peut-être ce qui s'est passé aussi sur cette zone. Donc, il y a un autre groupe qui a travaillé sur l'espace cultivé. Il n'y a pas que le groupe de Marie, c'est ça? Il y a le groupe de qui? Le groupe de William, Camille, Louise, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous, qu'est-ce que vous avez ajouté par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent? Qu'est-ce que vous avez fait? Nous, on a surtout lu donc, les documents pour l'instant. Et en fait, on n'a pas abordé la chose de la même manière. Je peux peut-être vous partager mon écran. Partager l'écran. Vous voyez mon écran là ou pas? Pour l'instant, c'est noir, mais ça va venir. Voilà, superbe. Donc, on s'est intéressé d'abord aux formes du relief donc dans la zone la délimitée par cette carte qu'on a pris sur Géoportail. Et en fait, on a délimité donc, le talus, ici, la plaine avec donc, les deux communes de Claret et Loret. Et on s'est intéressé, enfin pour l'instant on n'a pas encore détaillé, mais au cours d'eau donc, de cette plaine et voir donc, dans un but
à terme de voir l'influence sur les espaces cultivés. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Ah oui, on s'est un peu intéressé à l'histoire de l'agriculture dans la zone méditerranéenne. Donc ça, c'est par rapport à l'Hérault, donc c'est pas trop ça. Et oui, et ensuite, donc on s'est intéressé donc, à une partie. Donc là, les captures d'écran sont de très mauvaise qualité, mais on ne compte pas mettre ça dans le rapport final. Donc on a un peu observé, donc en comparant les cartes de 56 et de 2018, donc notamment dans cette partie ici. Donc on avait une augmentation de la taille du village de Claret, donc avec un étalement urbain. Est-ce qu'on peut parler de mitage dans ce cas-là ou non? C'est quoi pour toi le mitage? C'est des zones rurales des zones qui de base sont rurales, sont envahies, on va dire, par l'habitat. Alors, on va plutôt, en fait, le mitage, c'est vraiment un terme spécifique à la forme de la disposition des bâtiments, Okay. la disposition individuelle. Et le mitage fait référence au fait qu'on sort d'un habitat classique, en tout cas dans les zones qui nous concernent, là, de villages groupés, où on va avoir plutôt la notion de vieux centres-villages avec des maisons très rapprochées les unes des autres, et où on va partir sur du mitage quand on va avoir des maisons qui vont être isolées les unes des autres. Un lotissement, par exemple, en bordure d'un village, comme on en a beaucoup d'exemples au nord de Montpellier, ça ne va pas être considéré comme du mitage. C'est sur une zone lotie où effectivement on a de la place pour chaque pavillon individuel. On n'a pas des maisons collées les unes aux autres, mais on ne parle pas de mitage. Mitage, ça va vraiment être réservé à ce qu'on imagine, par exemple, pour la Côte d'Azur, où tu vas avoir des collines entières ou des zones forestières autour d'Aix-en-Provence, etc., où tu vas avoir des villas qui vont être isolées les unes des autres. Il va falloir faire 1 kilomètre pour les rejoindre, etc. Et ce qui va poser problème, notamment pour l'urbanisme, hein, relier ces habitations isolées au réseau coûte extrêmement cher à la collectivité, mais aussi à ses propriétaires. Et puis, ça va avoir aussi des impacts, notamment sur le problème de gestion des risques, notamment en zone forestière où les risques d'incendie sont importants et où les pompiers vont avoir des obligations de préserver ces habitats isolés, mais qui vont leur coûter très cher en termes de force d'intervention pour une maison. Donc là, on va parler de mitage quand on a vraiment un éclatement du peuplement, ce qui n'est pas forcément le cas ici. On a plutôt l'apparition de zones loties, peu denses, mais qui sont rattachées quand même au village. Elles sont collées au village et elles font partie d'un plan d'urbanisme collectif. Ok, ça marche. Alors, la seule certitude, c'est un détail absolu, hein, mais c'est qu'on ne parle pas de trilogie, a priori. Hein. C'est un peu excessif. Une trilogie, ça serait… ok, d'accord. C'est 3 œuvres, tu vois, c'est 3 livres qui forment un tout. Donc, on ne peut pas… Je ne dis pas que la vigne soit emblématique de la région, tout comme l'olivier, mais de là à dire que cette région est caractérisée par une trilogie, par 3 œuvres qui forment un tout, c'est un exagéré. Ok, d'accord. Okay. Mais bon, là, c'est juste des notes prises. Hein. Oui. Et voilà, après, c'est tout. C'était juste nos observations sur ce quart de photos de la zone. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu un certain nombre de changements. Vous avez identifié dans les groupes précédents un certain nombre de grandes masses que vous avez cherché à caractériser. C'est intéressant. Ce qui pourrait être fait aussi, c'est d'essayer maintenant, pour ces groupes-là, de documenter un petit peu, d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, comme ça, à titre d'exemple, hein, tout à l'heure, on voyait des grandes masses d'espaces cultivés et puis d'espaces soi-disant estives ou pastoraux. Est-ce qu'on a une idée dans ces villages-là ou dans les villages alentours du nombre d'agriculteurs qu'il peut y avoir, de la surface des exploitations? Pareil pour le nombre d'éleveurs. Ça pourrait peut-être aider à mieux connaître un petit peu
ce que cache derrière ces masses, vignes d'un côté, estives de l'autre. Ça permettrait aussi de vérifier si effectivement il y a des éleveurs dans la zone et si de fait ces zones sont des estives. On pourrait essayer de voir effectivement si au-delà des surfaces qu'on observe, essayer de voir, alors soit voir si on peut dénombrer ces surfaces, si on peut cumuler les surfaces en vigne, si on est capable de faire ça, entre 2000 et 2010 par exemple, pour voir si ça a évolué. Mais on pourrait essayer de repérer dans un certain nombre d'éléments de déclaration, voir un petit peu les tendances, augmentation du nombre d'exploitations ou de surface en vigne par exemple. Donc vous pouvez essayer de commencer à creuser un petit peu ce qu'il y a derrière pour ceux qui ont commencé à faire ça. Est-ce que tu vois les tourner dans la nature? Oui. Et tu viens avec moi, pas avec moi? Non, tu viens pas, tu viens avec ton vélo. Mais avec quoi? Bon, j'imagine que tout le monde a plus ou moins fait ça, mais les autres groupes qui n'ont pas parlé jusque-là, vous avez fait la même chose, vous avez fait des choses différentes. Qu'est-ce que vous avez? Donc, je vois, je regarde, hein, il y a un groupe avec Camilla, Tiffaine, Rémi. Excusez-moi, je prononce pas tous les prénoms. Et puis, il y a le groupe avec Mélissande, Élise, Priscilla. Donc, vous avez commencé à faire des choses. Et qu'est-ce que vous avez fait? Ouais, on a travaillé sur QGIS, donc on ne s'est pas encore attelé à l'aspect thématique bâti, etc. On est resté sur général. Alors, si vous voulez, je peux vous mettre le partage d'écran avec. On va faire ça. C'est bon, vous voyez? Ouais. C'est bon. C'est bon, vous voyez mon écran là? Oui. Ouais. En gros, essayer de détailler chaque culture pour bien les connaître, enfin pour regarder quel pourcentage ça représente. Et du coup, on se rend compte que les choses les plus importantes, c'est soit de la vigne, soit hop, c'est là. Soit des choses qui sont pour les animaux, en ce qui concerne la végétation qui est cultivée. On a défini que la zone urbaine ne représentait que 5% de la surface totale. Et qu'en gros, ce qui reste, donc là, ce qu'on a défini de végétation spontanée, c'est donc ce qui n'est pas défini par les zones urbaines ni les parcelles. Donc, c'est les forêts, mais aussi les routes, etc. C'est aussi pris en compte là-dedans. Donc, c'est un peu moins important, mais ça représente à peu près 50%, quoi. Okay. On a étudié un peu la morpho des sols pour comprendre globalement. Et voilà, après, si vous voulez, on peut vous montrer les cartes sur QGIS, mais ça reprend grossièrement ce que les autres ont fait aussi, quoi. Moi, j'avais une petite question là par rapport à ce que vous venez de présenter, là, les résultats, les traitements surface X. Vous l'avez fait sur quelle emprise? Si vous voulez, on va vous mettre le partage d'écran sur QGIS. Attendez. Alors, tac. Comment je fais? Alors, tu veux partager l'écran. QGIS, c'est là, du coup, désolé, la question était sur l'emprise, c'est ça? Finalement, quelle commune, a priori, là, tu as fait une sous-sélection? Oui, on a fait une sélection par localisation et en fait, on a juste sélectionné ce qui était en intersection avec le terrain, enfin la couche terrain UE6. Du coup, en fait, on nous a sélectionné des trucs un peu au-delà de. Ok. Donc, limite, on ne sait pas par commune. D'accord. Donc, tu as pris la limite d'Olivier et tu as fait une statistique. Après, tu as sélectionné uniquement les objets qui étaient intersectés avec la limite rouge. OK. Par contre, là, avec ces résultats, vous ne pouvez pas faire de comparaison entre la commune, par exemple, de Loret et de Claret. Alors, du coup, c'est pas discernable, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aurait des pistes pour permettre justement grâce au SIG, de pouvoir faire ce distinguo et de ne pas traiter la zone dans sa globalité,
même si c'est intéressant, hein, mais éventuellement aussi de faire une analyse village à village. Je suppose qu'on peut le faire en utilisant des données, par exemple, d'OpenStreetMap, qui peut-être permettrait de créer une couche avec la répartition des communes, ou réutiliser carrément la couche qu'on avait utilisée dans les TP. Oui, autrement, moi, je vous en ai fourni une hein, dans le dossier BD Topo. Vous avez aussi la possibilité de... Ah oui, autant pour moi, il y a une couche commune. Du coup, il faudrait juste mais ça veut faire dire une que là, sélection alors, là, toi, tu fais une sélection spatiale. Il y a aussi une commande que vous avez, il me semble, utilisée. Mais j'ai un doute là en me disant, mais c'est la commande intersection qui a l'intérêt de générer une nouvelle couche en sortie où en fait, tu vas récupérer, par exemple, tu ferais une intersection entre les limites des communes et les couches du RPG et les parcelles du RPG. Et en fait, en sortie, tu obtiendrais de nouveaux objets qui seraient la concaténation des géométries des deux couches et des éléments attributaires. Ce qui va te permettre, en fait, à la fin du processus, d'avoir pour chaque parcelle du RPG un nouvel attribut qui serait issu du polygone communal dans lequel il se situe. Donc, d'avoir le nom de la commune auquel chaque parcelle se rattache. Et du coup, grâce à ça, après, tu vas pouvoir, une fois que vous avez recalculé la valeur du champ géométrique area, hein, puisque là, l'intersection va couper certains polygones qui sont à cheval entre deux limites communales, hein, ils vont être redécoupés par la limite de la commune. C'est comme si tu fusionnais hein, les géométries des limites communales et des parcelles, et qu'en plus, après, tu transférais aussi tous les attributs des limites communales sur les attributs des parcelles. Et du coup, tu as la possibilité, grâce à ce nouveau tableau attributaire, d'avoir pour chaque parcelle la surface, le type de culture et la commune auquel il se rattache. Et donc après, en utilisant, par exemple, dans un tableur Excel, les options des tableaux croisés dynamiques, est-ce que vous connaissez cet outil ? Oui, on a appris l'année dernière, mais c'est comme tout, on apprend et on oublie un peu après. On apprend et on refait. Mais... Donc, il y a tableau croisé dynamique. Autrement aussi, dans QGIS, il y a un autre traitement qui s'appelle statistique par catégorie aussi, qui peut vous permettre de sortir des statistiques et d'avoir, par exemple, la somme des surfaces de chaque type de culture en fonction de la commune d'appartenance. Et ça, vous pouvez très bien le faire dans un tableau croisé dynamique, c'est-à-dire qu'à l'issue de l'intersection, vous avez une nouvelle couche vectorielle qui possède une nouvelle table attributaire. Dans le SIG, vous recalculez les surfaces pour vraiment réattribuer chaque surface des parcelles qui seraient de part et d'autre d'une limite communale. Et une fois que vous avez fait ça, vous exportez le tableau. Donc le tableau attributaire, vous l'exportez en tant que fichier Excel, par exemple. Et dans Excel, vous pouvez lancer un tableau croisé dynamique pour avoir, par exemple, les codes de culture et faire la somme des surfaces dans la partie centrale du tableau croisé dynamique. Et en colonne, ça pourrait être les 2, 3 ou 4 communes que vous intégrez dans votre zone d'étude. Est-ce que je suis allé trop vite? Est-ce que je vous ai perdu? Oui, clairement, vous m'avez perdu. Mais dans tous les cas, l'idée reste de recouper ça va recouper ce que tu as fait avec la localisation. Par contre, ça va le faire de façon globale. C'est-à-dire que là, on voit que la sélection par localisation que tu viens de faire, ça te permet soit de traiter toute ta zone parce que tu as le shapefile de Olivier qui te permet de délimiter la zone, soit de devoir faire autant d'opérations que tu souhaites traiter de communes. Alors qu'avec ma méthode, en fait, il va traiter potentiellement, il pourrait traiter toutes les communes du département en une seule application de la fonction, au lieu d'avoir à traiter toutes les communes une à une de façon manuelle. Mais là, si on veut faire ça, ça veut dire qu'on ne s'intéresse plus que à Claret et Loret, mais à plus loin.
Un petit peu plus grand. Si vous voulez, est-ce que vous voulez juste 2 secondes que je prenne la… Je peux prendre Si vous voulez. 2 secondes la main pour vous montrer comment on peut imaginer la chose. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que comment ça s'appelle, le SIG, par exemple, il y en a, là, je vois, il y a un groupe, je crois que c'était Marie là, qui était en train de présenter. Vous avez bien utilisé le SIG. On voit que vous avez eu, que vous avez essayé de produire des cartes, etc. Et ce que je voulais vous dire, c'est que le SIG va pas faire émerger des connaissances qu'on n'aurait pas par ailleurs. C'est-à-dire que en termes de résultats, vous allez avoir des choses assez communes qui vont vous dire que on va faire de la culture à des endroits où vous avez plutôt des sols profonds et facilement mécanisables, donc plutôt plats, etc. Que sur des zones de versants, vous allez avoir tel type de végétation. Donc des choses qu'on sait déjà par ailleurs, qui sont assez intuitives et qu'on peut voir dans le paysage. Par contre, ce qui va être intéressant avec le SIG, ça va être de pouvoir quantifier les phénomènes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rajouter dans vos commentaires et dans vos éléments de description d'un paysage agronomique, etc., des éléments quantifiés. Vous allez avoir tant d'hectares de telle culture, vous allez avoir des estives qui représentent telle surface, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant et un des éléments pertinents dans l'usage du SIG, c'est de faire émerger des chiffres qui vont vous permettre de placer des tableaux avec des valeurs dans vos rapports, et ce qui va vous permettre de dépasser un peu le terme « j'ai l'impression que »,« on dirait qu'il se passe ci », etc. Non, ça, vous pouvez l'étayer dans votre discours avec des chiffres, avec des tableaux qui sont issus des données que vous avez traitées dans le SIG. Alors, je prends rapidement la main, et puis je vous montrerai après comment faire ça. Ok, est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, ça arrive. Ok. Donc là, moi, j'ai compilé à peu près les données que je vous avais fournies, plus quelques flux WMS, etc. Donc moi, j'ai fait une première chose, c'est que en fait, j'ai sous-sélectionné des communes qui reprenaient plus ou moins la zone. Alors ça va un peu plus loin. Moi, je suis allé jusqu'à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Je suis allé un peu au-delà. Vous le voyez ou pas? Allô? Oui. Ouais. Ouais. Donc, vous avez la couche commune qui vous a été fournie. Dedans, j'ai fait une sélection. Alors, j'ai pris la zone d'olivier, puis moi, j'ai utilisé l'outil sélection à main levée, par exemple. J'ai cliqué, puis j'ai dit, bah, tiens, voilà, c'est ça qui va m'intéresser, et mes communes apparaissent en jaune. Au départ, elles sont comme ça, et j'ai décidé de prendre, hop, voilà, les communes qui sont là. Je clique là. Pardon, elles n'étaient pas sélectionnées, autant pour moi. Et j'ai sélectionné un certain nombre de communes. Voilà. Donc, à partir de cette sélection, moi, ce qui va m'intéresser, par exemple, c'est de voir ce qui se passe avec Corinne Landcover ou le RPG. Imaginons qu'on le fasse avec Corinne Landcover pour voir à 10 ans d'intervalle, qu'est-ce qui s'est passé, de 90 à 2018, donc en 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé en termes d'occupation du sol sur ces différentes communes qui intègrent notre zone. Donc, une fois que je fais ça, je lance une intersection. Donc, si je ne sais pas où se situe cette fonction dans la boîte à outils de traitement, je tape intersection. Elle apparaît ici, intersection, ou je peux le trouver aussi dans vecteur, géotraitement. Vous avez tampon, vous avez aussi intersection qui apparaît ici. Donc, je lance intersection. Intersection, je vais lui dire, ben moi, je veux traiter les communes et Corinne Landcover 1990. Et pour les communes, je vais actionner l'option ici, entité sélectionnée uniquement, pour être sûr de ne traiter que les communes qui apparaissent en jaune ici. C'est une option qui est intéressante. Alors, il faut faire attention qu'elle ne soit pas activée si vous voulez traiter toute la zone, mais si vous avez une sélection en cours, comme c'est notre cas, ça peut être intéressant de le sélectionner. Ici, dans l'intersection, vous pouvez choisir quels sont les éléments que vous voulez voir apparaître en termes d'attributs dans le résultat de l'intersection. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est éventuellement d'avoir la population, le nom et le code INSEE. A priori, le département, on va être dans le même, donc ça ne m'intéresse pas de surcharger le résultat en termes d'attributs
avec ces éléments. Et puis, pour Corinne Landcover, là, je vais tout garder, comme ça, je suis sûr d'avoir toutes les infos. Et là, il va me demander quel est le nom que je veux avoir en sortie. Donc, vous voyez, là, je l'avais déjà créé pour préparer la réunion. Du coup, je vais le mettre ailleurs pour ne pas surcharger. Et moi, c'est quoi les éléments que vous avez sélectionnés pour la première couche, ceux que vous voulez conserver? Moi, j'ai sélectionné le nom de la commune, le code INSEE, c'est un code numérique qui peut être intéressant, notamment pour rapatrier des informations qu'on va récupérer par ailleurs dans des organismes statistiques, sur le portail Agreste, etc. Donc, le code INSEE, le nom, et puis j'ai gardé population, on ne sait jamais, ça peut éventuellement me servir. Par contre, on est d'accord que connaître le département d'appartenance, là, il n'y a que l'Hérault, la région, c'est toujours la même, donc ça va surcharger mon résultat d'informations qui n'est pas discriminante à l'échelle des communes que je souhaite traiter ou étudier. On est d'accord? Ok. Ok. Merci. Donc, je clique sur exécuter. Il va me lancer un traitement et vous voyez que le résultat, en fait, c'est une nouvelle couche, un peu comme vous l'aviez fait si, en fait, maintenant je m'en souviens, intersection, vous avez dû le faire quand vous avez... Ah non, vous avez peut-être utilisé découper avec les... On l'a fait avec le buffer, les, etc. Voilà, enfin, fallait passer par ça, donc on peut vous l'avez- repasser par le document PDF si on a besoin de revoir si tu veux revoir la manip, etc. Ce qui est intéressant ici dans mon cas, c'est que j'ai présélectionné les communes qui m'intéressaient pour ne pas avoir toutes les communes de toute la zone. Donc, on a restreint un peu par rapport à l'ensemble des couches que je vous ai fournies au départ. Quand je récupère ça, j'ai une nouvelle table attributaire où je vais avoir le nom de la commune, son code INSEE, la population au dernier recensement, donc ça doit être 2012 ou peut-être 2016 là, sur la région, et le code d'occupation du sol Corinne Landcover et la surface. Comme dans le cas de l'intersection avec le buffer, il va falloir recalculer la surface pour être sûr qu'on n'a pas des polygones qui ont été découpés aux limites communales. Donc, on va mettre à jour un champ existant, area, qui est en hectares. Donc là, j'utilise la commande $area. Et comme je sais qu'elle est produite par défaut dans l'unité du système de projection, donc ici le mètre, donc en mètres carrés, moi je veux en hectares, donc je vais diviser par 10 000 pour avoir un résultat en hectares. Je fais ça, je fais OK, il me met à jour tous mes objets polygonaux, toutes les surfaces. Je vais pouvoir maintenant arrêter l'édition en recliquant sur le petit crayon ici. Je fais enregistrer pour qu'il me valide les changements de calcul de surface que je viens de faire. Et après, une fois que je suis là, je fais intersection, exporter, sauvegarder les entités sous, et je vais exporter en fait. On est sur la table attributaire. Là. Pardon? On est sur la table attributaire, on ne voit plus la carte QGIS. Vous êtes sur la table attributaire, je l'ai fermée la table attributaire. Alors attendez, c'est qu'il y a eu un problème de rafraîchissement. Vous l'avez ou pas? C'est bon. Ok. Ouais. Donc là, je reviens dans mon projet, je fais intersection, je fais exporter, sauvegarder les entités sous. Là, je vais préciser que le format de sortie, ça sera justement un tableur. Donc, je vais le sortir au format Excel, SX, comme j'ai ici. Et comme je lui demande de sortir le résultat de l'export sous forme de tableur, en fait, il ne va m'exporter que la partie attributaire de mon information. Il va laisser tomber la géométrie, mais là, j'en ai plus besoin, parce que là, moi, je veux juste utiliser un tableau croisé dynamique. Donc ici, hop, je me mets là dans un répertoire, et là, je lance intersect. Intersect, c'était quoi? CLC 90. Je fais ça. Ah, c'était CLC 2018. Bon, c'est pas grave, c'est juste un problème de nom. Donc, quand je suis dans Excel, je vais pouvoir aller ouvrir ce nouveau fichier que je viens d'exporter. Donc là, je retourne dans mon répertoire. Et là, j'ai intersect. Alors, il faut que je me souvienne que ce n'est pas 90, mais 18. 2018. Hop. Voilà. J'ouvre cet élément. Donc là, j'ai le nom des communes,
le code d'occupation du sol et les surfaces. Et là, je vais faire insertion d'un tableau croisé dynamique. Donc là, je vais lui dire que c'est les plages de valeurs que j'ai dans ma première feuille, c'est OK. Et je vais fournir le résultat dans une nouvelle feuille de calcul. Donc sous Excel, ce qui est sympa, c'est que c'est assez pré-mâché, hein, la mise en place du tableau croisé dynamique. Donc, en ligne, je vais prendre, pardon, pas le code INSEE, je vais prendre le code 90, qui est mon code d'occupation du sol de Corinne Landcover. Si je me suis débrouillé avant, j'ai éventuellement, avant l'intersection, réalisé une jointure avec les codes d'occupation du sol Corinne Landcover tel que c'était fourni dans le TP pour pouvoir savoir que 112, ça correspond à telle occupation du sol et ça va me permettre de gagner du temps. Dans les colonnes, je vais mettre le nom. Donc, j'ai Claret, Ferrières-les-Verreries, Fontanès, Loret, Rouet, etc. Et j'ai ma surface que je vais mettre dans valeur. Et là, il va me faire la somme des valeurs, c'est-à-dire que grâce à cette opération assez simple, je sais que la commune de Claret a 26 hectares de l'occupation 112, 620 de l'occupation 221, etc., etc. Et je vais pouvoir soit travailler en valeur absolue, soit dans l'idéal, en complément, travailler aussi en valeur relative pour dire que sur ma zone, je vais avoir tant de surfaces occupées par des surfaces naturelles, donc qui vont avoir le code 3, principal ici, ou des zones forestières, etc. Et je vais pouvoir comme ça faire des dénombrements de surface par commune et par occupation du sol. Et je peux imaginer répéter ça aussi pour le RPG, pour Corinne Landcover, mais d'une autre année, ou toute autre information qui serait intéressante d'analyser à l'échelle de la commune ou d'une autre limite dont vous auriez l'envie. Hein. Ça peut être à l'échelle des unités géologiques, par exemple, si vous prenez le temps de les redigitaliser ou celles qui vous intéressent, de voir quels sont les types d'occupation du sol que vous pourriez avoir, etc. Une fois que vous avez fait ça, il vous suffit de recopier si vous voulez travailler avec. Je vous encourage de copier les valeurs ici, de créer une nouvelle feuille et ici éventuellement de coller non pas directement le tableau croisé dynamique, hein, mais de coller les valeurs pour qu'après ce soit plus vu comme un élément dynamique qui va être difficilement modifiable. Et à partir de là, vous avez par exemple ici le total général de toutes les occupations du sol, ou en colonne, vous avez la surface totale de la commune ici en hectares, hein, pensez-y, et vous pouvez comme ça déterminer pour chaque commune d'intérêt le ratio surfacique de chaque occupation du sol donné par Corinne Landcover. Et vous allez pouvoir faire la même chose avec, par exemple, la tâche urbaine ou avec les zones forestières fournies par la BD Topo forestière. Et grâce à ça, vous allez avoir des éléments de quantification. Et ce qui est intéressant là-dedans, ça peut être fait pour une date donnée, mais ça peut être aussi intéressant, grâce à cette méthode, de comparer ce qui s'est passé entre 90, par exemple, et 2018, et de discuter sur des chiffres, plutôt que de regarder l'écran et de dire « Ah, j'ai l'impression qu'il y a moins de forêts » ou qu'il y a plus d'estives, etc. Non, c'est au regard des données qu'on vous a fournies, avec la qualité qu'elles ont, hein, intrinsèque, voilà l'intensité du phénomène que je suis en train de décrire. L'augmentation des estives, c'est de tant d'hectares. Par contre, après, ça ne vous empêche pas d'avoir un discours sur, finalement, estive, est-ce que c'est le bon mot pour une zone boisée de garrigues avec peu de fourrage au sol? Est-ce que c'est vraiment une estive? Est-ce qu'il y a vraiment des bêtes? Ça, c'est une autre question que vous pouvez soulever dans votre commentaire. Mais le SIG, la part du SIG vous a permis aussi de produire des cartes, ce que vous nous avez montré, mais aussi de produire des chiffres qui vont vous permettre d'appuyer votre discours et de lui donner plus de crédibilité. Voilà, je m'en arrête là pour le process. Petit rappel quand même par rapport aux données que je vous avais fournies. Sur TICA, il y avait aussi un petit lien sur des fiches techniques fournies par CIGEA. Et donc, c'est hébergé par l'école de Dijon, l'école agronomique de Dijon et AgroSub Dijon. Et où vous allez avoir comme ça, par exemple, des petites fiches synthétiques en une page qui vont vous expliquer rapidement et de façon assez directe, par exemple, ce que c'est une jointure attributaire. Vous cliquez sur la fiche et vous avez quelque chose qui est rapide à lire et rapide à comprendre pour vous dire « Ah, ok, oui, c'est bien de cette fonction dont j'ai besoin pour faire telle opération ou réaliser telle action. »
Voilà. Est-ce que ça vous va comme déjà préambule technique? Oui, merci beaucoup. Même Ouais. avec ces sujets-là, c'est cool si on a des questions. Enfin, Voilà, SIGA, ça peut vous permettre d'aller au-delà de la démo là, que je viens de vous faire et de vous réapproprier certaines fonctions, de vous dire, ah oui, c'est peut-être une intersection ou une sélection. Par contre, je vous félicite d'avoir pensé à la sélection spatiale, hein, ce n'est pas le propos, mais la sélection spatiale, tu vois que tu es limité, tu n'as pas de transfert d'attributs. Ce qui va être intéressant avec l'intersection, c'est que les nouveaux objets que tu obtiennes vont avoir les attributs des 2 couches que tu as utilisées en amont. Et donc, ça va te permettre de faire des recoupements statistiques entre l'occurrence spatiale ici, c'est une limite communale, mais on aurait très bien pu aussi faire la même chose entre Corinne Land Cover et le RPG pour voir si, par exemple, Corinne Land Cover trouvait bien toutes les terres agricoles dans ces zonages agricoles, etc. Là, ce n'est pas la question qu'on vous a posée, donc ça n'aurait pas forcément le sens de le faire. J'arrête mon partage de l'écran pour vous rendre la parole et que vous puissiez continuer à interagir. En tout cas, ce qui était intéressant dans ce qui vient d'être fait là, donc qui permet d'enrichir peut-être encore ce qu'avait présenté, je crois que c'est Tiffen qui avait présenté son écran tout à l'heure, c'est que apparaît alors depuis le début d'ailleurs, dans les présentations qu'ont fait ceux qui ont présenté des visions cartographiques, en fait, un grand espace, on va dire, pastoral, a priori. Donc, je ne sais plus, mais on est autour de 40% dans les chiffres que tout à l'heure tu nous as montré, si je ne m'abuse. Hein. Oui. Donc, concrètement, là aussi, il faudra se poser des questions, certainement avec la bibliographie, mais peut-être aller voir si dans les ressources dont on dispose, on a des informations, parce que s'il y a autant de surface pastorale, si effectivement ça en est, ça suppose qu'il y ait et des animaux et des éleveurs. Donc ça, il faudra voir si on a des informations sur les exploitations agricoles et le nombre d'animaux ou les ordres de grandeur des cheptels dont ils disposent. Ça pourrait nous permettre de voir si effectivement ces espaces sont pastoraux, effectivement, ou s'il s'agit ni plus ni moins que de friches. Et auquel cas, vous auriez à N plus 10, 20 ou 30, peut-être une traduction de la déprise dont parlent un certain nombre de documents que vous avez. Vous voyez, donc ça serait intéressant peut-être d'aller creuser autour de ça, parce que vos premiers découpages font quand même, posent des questions par rapport à l'énormité des surfaces a priori pastorales dans une région qui, quand on la parcourt, n'est pas prioritairement marquée par la place de l'élevage. Ok. Alors, sur la plateforme Agrest, même si les données datent de 2010, mais peut-être que vous avez des choses plus récentes, vous devez avoir des éléments sur l'inventaire des exploitations d'élevage. Il y a aussi la possibilité, mais bon là avec le confinement je pense que ça va être compliqué, mais c'est peut-être de voir sur le site de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, si vous avez aussi des infos qui se rattachent à ces communes. Est-ce qu'il y aurait une entrée qui permettrait, je sais que le Grand Pic Saint-Loup, ils ont une politique, en tout cas de com, assez marquée autour de l'élevage. Hein. Ils ont 2 passions, c'est la vigne et l'élevage, et un peu les sangliers aussi, mais ce n'est pas vraiment de l'élevage. Et du coup, ils communiquent beaucoup là-dessus, à travers leur bulletin semestriel ou trimestriel. Et du coup, ça serait voir s'ils ont des infos agrégées sur leur site. Et puis après, il y a aussi il y a un enseignant au niveau du campus de la Gaillarde qui traite des problématiques de l'élevage. Hein. Il y a Jean-Baptiste Ménassol, que vous pouvez aussi contacter par mail. Hein. Ça peut être vu comme une personne ressource que vous contactez par mail afin de lui poser des questions sur ce qu'il connaît de cette zone, etc. Juste pour vous donner une info. Quel type d'élevage on a, nombre d'exploitants, nombre de bêtes, et ça vous permet un petit peu d'abonder sur l'intensité de cette activité sur la zone et aussi sur les répercussions que ça va avoir. Hein. Il ne faut pas perdre l'objectif principal, c'est le paysage. Et finalement, vous, la question que vous devez vous poser en tant qu'agronome, c'est s'il y a de l'élevage ou s'il n'y a pas d'élevage, quelle va être la répercussion sur le paysage qu'on va obtenir. Pas forcément l'année prochaine, hein, mais à l'échelle de 10, 20 ans, si on est dans une très forte dynamique
diminution du nombre d'éleveurs, quelle va être la répercussion sur les zones ou les entités paysagères que vous essayez de délimiter sur votre zone d'étude? A priori, vous avez des Il y a éléments de... quelques données là-dessus. Oui, oui, j'imagine. Hein, il y a même des mémoires qui ont été faits, que vous trouvez sur Internet, sur la zone. Ok. Il me semble me rappeler qu'il y avait un mémoire fait par une étudiante en géographie en Master 1. C'était un mémoire de maîtrise à l'époque, mais qui est assez intéressant et qui traite de ce sujet. Mais il y a des ressources. Après, vous, il faut que vous essayiez de voir finalement s'il y a disparition ou au contraire intensification de l'élevage, quelles vont être les répercussions en termes de dynamique paysagère. Ok. Donc vous aviez commencé à parler, mais vous vouliez ajouter des choses, sur. Oui, du coup, moi, je voulais rajouter qu'il y avait quelques données là-dessus sur les documents par rapport à l'arrachage des vignes, sur le devenir des parcelles qui étaient avant considérées la culture de la vigne et sur le pourcentage de friches actuel, le pourcentage de terres dédiées aux céréales, aux prairies, etc. Dans les documents bibliographiques que vous avez donnés sur TCA. Ok, d'accord. Donc ça, c'est sur l'arrachage, c'est les documents, c'est le travail de Clément, c'est ça? Clément Arnal. Oui, il me semble que c'est ça. C'est ça, oui. Ok, d'accord. Et après, du coup, moi, je voulais rajouter qu'on avait travaillé un peu sur la pédologie Oui. et les sols sur la zone. Mais du coup, après, comment on l'exploite et par rapport à nous, notre sujet d'étude qui est les espaces cultivés, quelles sont les questions auxquelles on doit répondre maintenant, après avoir fait un peu un tour sur la zone d'étude? Quelles sont les choses auxquelles on doit s'intéresser? Est-ce que c'est où est-ce que sont positionnées les cultures de vignes et de céréales, etc. maintenant, et de pâturage, d'élevage, etc. Est-ce que c'est où est-ce que sont positionnées les vignes par rapport aux différents sols? Est-ce qu'elles sont sur les sols les plus favorables à sa culture? Enfin, qu'est-ce qu'on doit traiter maintenant, quoi? Dans un premier temps, il y a un petit peu tout ça. Dans un premier temps, il y a effectivement savoir ce qui a commencé à être fait. Hein, donc, comment sont distribuées les grandes masses. Donc, l'espace cultivé, derrière ça, c'est pas mal les vignes, mais il y a aussi des céréales, il y a l'olivier. Ça pourrait être fait d'essayer de décomposer en fait cet espace cultivé en différents sous-ensembles. Au moins en termes d'espèces qui occupent les surfaces. Et ensuite, il faudrait peut-être effectivement penser à croiser ça en disant, mais finalement, dans quelles conditions, et derrière ça, dans quelles conditions topographiques, peut-être de substrat géologique, dans quelles conditions effectivement de sol, en termes de quelles sont les caractéristiques des sols, dans quelles conditions on va retrouver prioritairement ou majoritairement ou tout le temps ou jamais telle ou telle utilisation de l'espace cultivé, par exemple. Tu vois, donc il ne faut pas chercher tout de suite à savoir si les vignes sont sur les sols les plus fertiles, mais si tu constates, tu es capable de nous dire où sont les vignes, peut-être il est intéressant de dire mais ça correspond à quelles conditions géomorphologiques, c'est-à-dire la topographie et la roche, ça correspond à quelles conditions pédologiques, est-ce qu'on est sur des sols d'un type A ou d'un type B et quelles en sont les caractéristiques, est-ce qu'on est sur des terrains qui sont proches de l'eau ou au contraire dans des espaces où il n'y a absolument pas d'eau, aucun écoulement en surface. Voilà, tout ça, c'est des informations qui permettent de raisonner ensuite la distribution des différentes cultures dans l'espace. Ok. Je ne sais pas si je réponds correctement, si c'est clair. Si, oui. Bah, on voit à peu près dans quel sens on va aller. Voilà. Ok. Voilà, donc, on va essayer d'abord de poser un peu les différentes cartes qu'on a pu faire par rapport au sol et par rapport aux surfaces cultivées, enfin, de telle ou telle culture, et par rapport au village, etc. Ok.
Ça marche Voilà. bien. Et c'est exactement la même chose pour les espaces pastoraux, hein. On peut l'appliquer tout à fait aux espaces non cultivés, espaces en forêt. On peut se demander effectivement où ils sont dans le paysage. Est-ce que c'est connecté à certains types de roches, à certains types de sols, certaines situations topographiques, de pente, ou au contraire de fond de vallée, etc., etc. Donc on peut se poser les mêmes questions pour à peu près tous les blocs, toutes les questions, tous les sujets. On peut se poser la même question pour le village. Où est-ce qu'il est distribué dans l'espace et à quel compartiment géomorphologique il appartient. C'est possible d'avoir un RPG plus vieux qui est plus. Alors, moi, le RPG plus vieux, c'est un document qui n'est pas si ancien que ça, hein. C'est-à-dire que par rapport aux dynamiques dont on parle, je ne suis pas sûr que l'époque où il y a eu ces dynamiques qui étaient visibles dans des documents cartographiques, le RPG existait déjà, ou sous cette forme en tout cas. Attendez, je vais voir. Moi, les plus récents que j'ai. Quoi, les plus anciens, pardon. Ça va être 2008, donc ça ne va pas changer grand-chose, je pense, à ce que vous voyez sur la zone. Je ne suis pas sûr que ça existait avant, en fait, le RPG. Bon, en tout cas, ce n'était pas une donnée publique, en tout cas. C'était peut-être traité. Mais il faut bien imaginer hein, que le RPG, ça veut dire que il y a des solutions en ligne qui permettent à tous les agriculteurs de digitaliser leur parcelle culturelle de l'année et d'y associer un code d'occupation du sol. Donc finalement, en 2008, c'était le début des interfaces Web 2.0 où les personnes pouvaient éventuellement, via une interface dédiée, digitaliser des objets, mais c'était vraiment les prémices. Hein. À l'époque, c'était encore fait sous forme de feuilles papier on envoyait les orthophotos de l'exploitation de tel et tel agriculteur et ils devaient saisir à la main. Et après, c'était repris par des opérateurs qui digitalisaient l'emprise des parcelles. Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça que la chaîne de traitement numérique est à peu près aussi mature que ce que c'est actuellement. Et ça prend quand même encore 1 an et demi, je crois, pour avoir non, un peu plus d'1 an pour avoir la donnée millésimée. Donc, je pense que 2008 ne vous apportera pas beaucoup plus en termes de contenu, en fait. Ce que vous pourrez trouver peut-être avant, c'est sur les sites des statistiques agricoles, enfin de type Agreste, ce qui existait avant, mais ça va être des statistiques communales en général, ou cantonales, où là, vous pourrez peut-être trouver un certain nombre de chiffres, mais vous ne saurez pas à quelle parcelle ça correspond. Donc, vous aurez des nombres d'exploitants, vous aurez des surfaces cultivées, vous aurez à la limite des nombres de litres de lait, vous pourrez avoir beaucoup de choses, hein, des fois qui sont répertoriées. Ça peut être intéressant, mais ça restera à l'échelle communale. Donc, ça vous donnera quelque chose qui sera tendanciel quand vous comparerez à la situation actuelle, mais vous ne pourrez pas situer dans le paysage les phénomènes qui sont décrits ou qui sont mesurés il y a 30 ans, qui ont été mesurés il y a 30 ans. Bon, il y a pardon. Il y a au moins... Oui, pardon. Go, à toi. Non, je disais qu'il y avait un groupe qu'on n'a pas du tout entendu. Donc, le groupe, donc je vois Mélissande, Élise, Priscilla. Je crois que vous n'avez pas ouvert la bouche. Donc, qu'est-ce que vous avez fait de votre côté? Si vous avez avancé. Oui, du coup, on a avancé. Je ne sais pas si on a d'autres choses à rajouter en plus que les autres groupes, mais pareil, on s'est réparti un peu les grands points pour étudier un peu la zone et avoir une idée globale. Et on se demandait surtout par rapport à l'approche de la thématique vu qu'en fait notre thématique c'est l'eau, on ne sait pas comment l'aborder et où est-ce que, parce que c'est forcément relié aux autres, aux cultures. Du coup, on a pareil, on a fait des cartes avec SIG, avec le RPG. Et du coup, on aimerait bien relier tout ça à l'eau pour peut-être plus parler de l'irrigation, du fait que l'urbanisation soit plus reliée aux tronçons d'eau, mais on ne sait pas trop comment aborder la question. Et voilà.
que j'entends bien, la première partie de ce que vous dites, c'est dire finalement par rapport à ce qu'ont fait les autres, nous, jusqu'à présent, on a fait quelque chose de pas très différent. On est parti à isoler les grands types d'occupation du sol, les grands usages agricoles, les grandes zones cultivées, pas cultivées, les villages, etc. C'est ça? Exactement, oui. Et maintenant, pour passer à une étape où vous allez focaliser sur l'objet eau, vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, je pense qu'il faut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut qu'on quantifie déjà par rapport à la zone d'étude qu'on ait plus de chiffres par rapport aux superficies des cultures et par rapport à l'eau aussi, l'accès à l'eau, et qu'on essaye de trouver un lien, mais avec les données qu'on a sur même les couches au niveau de l'eau, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et par exemple, la thématique qu'on pourrait aborder est celle qui vient le plus pour la thématique de l'eau, c'est l'irrigation, et on ne sait pas trop comment la présenter là, par exemple. Parce qu'on ne sait pas quelle parcelle est irriguée ou comment l'eau est utilisée. Et du coup, on n'a pas trop comment aborder. Voilà. La première chose que moi, j'ai me vient à l'esprit, alors je passe sous le contrôle des hydrologues en chef, c'est d'abord, mais où est l'eau? Ça, c'est la première chose. Et puis, elle se présente de quelle façon? Ouais. Oui, déjà, ça serait de localiser dans l'espace les endroits où il y a de l'eau. Ouais, c'est ce qu'on est. Oui, ouais. Okay. Parce que donc il y a visiblement les cours d'eau, mais il me semble qu'il n'y a pas que les cours d'eau. Ouais. Il me semble qu'on avait regardé. Et puis, du coup, essayer de voir s'il y a une association d'irrigants sur la zone. Ça peut être une question, ça. Oui. Alors, c'est souvent, peut-être dans vos recherches, ça va être association syndicale autorisée d'irrigation. Ouais, les ASA. Ouais, okay. Voilà, ASA d'irrigation. Et puis… Parce que du coup, si je comprends bien, l'objectif final, c'est quand même d'avoir une carte qui recense quand même une vision globale, mais quand même très axée sur la thématique. Et c'est ça, je trouve, qui est un peu dur à imaginer. Et peut-être, quand on parlait des distances, certainement que dans des fonds de vallée, la nappe phréatique, elle va être beaucoup moins loin que sur le plateau, sur le COS. Et donc, tu auras certainement des cultures différentes qui auront besoin d'un eau un petit peu différent entre celles qui sont en fond de vallée ou à proximité des cours d'eau et celles qui sont au contraire un peu plus sur le coteau et encore plus sur les versants ou sur le plateau, quoi. Oui. Quand on regarde la documentation ou les supports numériques qui permettent d'observer le terrain, on est frappé déjà par le fait que l'eau, il n'y en a pas partout. Ça, c'est quand même la première chose. La deuxième chose qu'on peut observer, c'est que l'eau n'est pas… Donc, c'est réparti de manière inégale sur le territoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a on observe l'eau sous forme effectivement de ruisseaux, de cours d'eau, qui semblent plus ou moins naturels dans leur tracé. Et puis, il y a ce réservoir, ce bassin, qui, lui, a l'air d'être tout autre chose que quelque chose de naturel. Donc, il y a une géographie de l'eau, et puis il y a un réseau qui est plus ou moins artificialisé. Donc, effectivement, on se pose la question de, premièrement, quel impact de cette différence géographique dans la disponibilité en eau. Et puis ensuite, mais pourquoi et de quelle façon on a artificialisé
voilà, l'accès à l'eau, qu'est-ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et voilà, donc, tout de suite, on a très vite rien qu'en observant le terrain, on voit beaucoup de choses sortir. La deuxième chose qui me vient à l'esprit par rapport à l'eau, c'est tout de suite, on pense zone méditerranéenne, on est autour de Montpellier. Donc, la question qu'on tout de suite on a envie de se poser, mais ces cours d'eau que l'on voit sur une carte, que l'on voit sur Google, mais est-ce qu'ils sont pérennes ou pas? Comment vous pouvez avoir cette information sur le fait que l'écoulement est pérenne, c'est-à-dire qu'il est presque continu toute l'année? Est-ce que vous savez comment vous pouvez avoir cette information de façon assez simple? Il faut imaginer que la couche d'informations que je vous ai fournie dans le pack de données, là, qui reprend l'ensemble du réseau hydrographique, c'est l'ensemble des zones. Alors des fois, comme c'est des zones agricoles qui ont été reprises et fortement façonnées par l'action humaine, hein, ça peut être aussi des gros fossés, mais qui ont aussi une vocation à accueillir des écoulements naturels. Quand on regarde la carte, on pourrait avoir l'impression qu'on est quand même sur une zone où il y a beaucoup d'eau, puisqu'il y a un réseau un chevelu de ruisseaux qui est assez dense. En tout cas, on a l'impression qu'il y a de l'eau un peu partout. Par contre, quelle information vous pourriez consulter aussi pour avoir cette donnée sur la pérennité de l'écoulement à l'échelle d'une année et aussi, surtout nous, ce qui nous intéresse, c'est au moment de l'été, qu'est-ce qui va se passer en zone méditerranéenne sur ces zones. Allô. Oui, il faudrait voir si ces cours d'eau ils sont toujours alimentés, mais je vois pas comment on peut trouver ça comme information. Alors, est-ce que quelqu'un sait comment avoir cette information sur un document cartographique, par exemple, sur un document cartographique? Qu'est-ce qui va différencier? Est-ce que ça peut être... Vas-y. Ah, pardon. Est-ce que ça peut être de regarder les eaux souterraines aussi? Ça peut déjà nous donner des indications. Alors, ça peut être ça. Par contre, c'est une information qu'on n'a pas forcément de façon complète et exhaustive, etc. Non, de façon beaucoup plus simple. Vous consultez une carte. Avec des photos aériennes. Alors, photographie aérienne, ça dépend de... Alors, il va y avoir deux problèmes. Hein. On parle de petits ruisseaux, donc il suffit qu'il y ait un peu de végétation autour du cours d'eau pour que tu ne puisses pas voir ce qui se passe sous les houpiers. Donc, encore Est-ce que vous avez regardé le topo? Sur les cartes topographiques qui viennent, déjà, on peut partir du principe de base que quand le cours d'eau il est en pointillé, il coule pas à l'année. Voilà, ça c'est une information qui est effectivement, j'espère que tout le monde a entendu. Donc Thomas, c'est Thomas, hein, je crois qu'il parlait. Thomas fait remarquer qu'effectivement sur les cartes Top 25 que vous pouvez consulter via Géoportail, que vous pouvez aussi afficher dans QGIS via l'URL que je vous ai fourni. Si ce n'était pas clair pour vous, je peux à la fin là, de cet échange vous montrer comment intégrer un nouveau flux IGN pour dans QGIS avoir accès aux fonds cartographiques et aux fonds orthophoto. Mais vous avez une information simple et qui est disponible sur tout le territoire français, c'est justement cette notion de est-ce que c'est un trait plein qui représente le cours d'eau, c'est-à-dire qu'on a un trait bleuté continu, ou est-ce que c'est sous forme de tireté? À partir du moment où c'est sous forme de tireté, ça veut dire qu'on a des écoulements intermittents et qu'une partie de l'année, cette zone qui accueille normalement un écoulement suite à des pluies est sec et donc ne présentera pas d'écoulement permanent. Mais après, ça veut pas. Des fois, il y a des traits pleins qui coulent quand même pas à l'année. Alors après Voilà. il y a d'autres. Mais déjà, cette première chose va vous permettre de rétrécir un peu la densité du chevelu que je vous ai fourni. C'est-à-dire que moi, la donnée que je vous donne ne permet pas de différencier au moins ces deux cas. Et on a l'impression qu'il y a des cours d'eau tous les 50 mètres, alors qu'effectivement, si on élimine ceux qui sont en tireté, on s'aperçoit que sur la zone de Claret-Loret, finalement, on n'a pas tant d'écoulement pérenne que ça. Mais je suis d'accord avec toi que ça ne permet pas de traiter toute l'information. Et après, on a d'autres sites aussi qui peuvent vous aider à définir cette notion d'écoulement pérenne. Peut-être Fred en parlera. Donc là, vous avez justement déjà sur la carte la top 25 de Claret,
On voit clairement tous les cours d'eau que vous avez pu importer dans QGIS. Et si vous regardez, il n'y en a aucun qui est en trait continu. Le ruisseau de Gourniès à Claret, il est entièreté. La Rouvriette également. Et tout le monde est en pointillé, quoi. Même les plus gros de la zone, ils sont en pointillé. Il faut aller bien en aval pour trouver un endroit où ils sont pérennes, en fait. Donc là, on n'a quasiment aucun doute sur la non-pérennité de tous les cours d'eau qu'il y a, quoi. Il y a quelque chose d'intéressant quand on regarde la carte aussi, c'est la forme du tracé d'un certain nombre de cours d'eau qui ont des formes quand même un tout petit peu géométriques et qui ressemblent fort peu à un écoulement complètement naturel. Vous voyez ou pas? Il y a des endroits, voilà, si vous voyez la Rouvierette, vous voyez, la Rouvierette, elle a quand même une petite tendance à faire des angles droits et à suivre des limites quasi administratives ou parcellaires, vous voyez? Oui. Il est intéressant de récolter cette information et puis se demander mais qu'est-ce que ça peut dire sur ce cours d'eau et sur son caractère naturel et ou artificiel. Parce qu'il y a une troisième idée qui vient tout de suite aussi quand on parle des cours d'eau et de l'eau en domaine méditerranéen. Souvent, on vous dit, ben voilà, c'est la sécheresse, donc les cours d'eau sont intermittents. L'eau donc n'est pas partout, l'eau n'est pas là tout le temps. Mais par contre, on parle souvent, ça fait quelque temps que vous êtes à Montpellier, des célèbres épisodes saisonniers. Donc en gros, il y a des saisons dans lesquelles il pleut beaucoup et où on vous dit attention, là c'est le risque d'inondation. Donc les régions méditerranéennes sont bien souvent caractérisées par des contrastes aussi, avec des périodes d'assèchement des cours d'eau et des périodes de crue. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose qui est envisageable, possible, pertinent, de se poser la question de savoir quelles seraient les zones qui seraient potentiellement inondables dans ce genre de terrain? Oui, mais comment du coup? Alors, je sais qu'il y a un certain nombre. Alors, est-ce que c'est sur la zone, c'est disponible, mais il y a un certain nombre de ressources là aussi qui nous permettent de faire apparaître les zones qui sont jugées comme inondables. Je ne sais pas si ça c'est possible. Est-ce que c'est possible sur Géoportail? Je ne sais pas ça du tout. Donc, honnêtement, est-ce qu'il y aura, si le Marais a fait un plan sur le plan local d'urbanisme, est-ce qu'ils ont les zones inondables de définies accessibles au public? Je ne sais pas. Alors, les PPRI, donc les plans de prévention des risques d'inondation, peuvent être accessibles via les communes ou via la DDT. Et je pense que tu peux y accéder aussi via, alors pas forcément Géoportail et encore que. Attends, juste une seconde, je vérifie parce que ça bouge beaucoup. Il y a une forte dynamique là sur les fonds disponibles dans Géoportail. Par contre, tu dois pouvoir y accéder sur Pictoxitanie. Pictoxitanie, c'est un recueil cartographique qui était avant hébergé par la DREAL et qui a été regroupé avec la nouvelle région Occitanie. C'est Picto-6 Occitanie qui va vous permettre d'accéder à tout un recueil d'interfaces cartographiques. Alors, je vous le mets dans la partie chat là, je vous mets l'adresse. Et là, vous allez avoir possibilité d'accéder à un certain nombre d'informations et même en récupérer sous forme des données gratuites. Hein, donc, il y a des données qui sont téléchargeables si elles vous intéressent pour les intégrer dans votre SIG. Sur Géoportail, je regarde quand même parce qu'il me semble qu'il y avait quelque chose dans urbanisme.
Non, je n'ai pas le trouvé, j'ai pas l'impression que ce soit dans Géoportail. Par contre, sur si PPRI, on tape PPRI dans Pictoxytanie, je pense que vous avez pas mal de choses. Alors, toutes les communes n'ont pas forcément mis à disposition. Je vois que vous avez des choses par commune, mais c'est celles qui l'ont déposé sur la plateforme, hein. Vous avez beaucoup de choses dans le Gard, puisqu'ils sont fortement impactés par les pluies cévenoles chaque année. Donc, ils ont fait un gros travail sur les PPRI. C'est beaucoup le Gard qui a mis à disposition ces données. Donc, il y a Anduze, toutes les communes qui ont été fortement impactées ces dernières années. Est-ce que vous avez pu aller sur Pictoxytanie? Oui, là, moi, j'y suis. Donc, je pense dans le visualisateur général, tu vas avoir la possibilité dans Données. Tu vois, quand tu l'affiches, en fait, tu as un encart données et qui te permet de sélectionner plein d'informations. Et tu vois que quand tu as la petite flèche à droite du pictogramme, ça veut dire que tu peux télécharger cette donnée aussi. Tu as des zones humides, etc. J'ai l'impression que quand je regarde dans la base de données où il y a vraiment toutes les couches d'informations qui ont été fournies, je vois que le département de l'Hérault... Ah, si, attends. Ouais, je vois que le département de l'Hérault n'a strictement rien fourni en termes de... Ouais, dans les données, je ne trouve pas non plus. Ouais, non, j'ai pas l'impression que ça y soit. Moi, je me demande si on n'avait pas trouvé ça. Je suis en train de chercher. Sur la Comcom, hein, autrement. Et je me demande si j'avais pas trouvé des choses. Alors, c'était pas sur cette zone-là, hein, donc, mais j'avais trouvé des choses à l'époque où on travaillait dans la Drôme avec les étudiants, Fred de son souvenir. Et j'avais trouvé ça sur un truc, je me demande si c'est pas sur le ministère de l'Environnement ou un truc comme ça. Oui, mais à l'époque, c'était ça, mais ça a été, en fait, c'était l'Adréal, justement, et ça a été tout fermé et déporté là sur le portail Pictoxytanie. Avant, il y avait un... Il n'y a pas un truc genre risque naturel sur le ministère de l'Environnement. Ah, c'est possible, ouais, remarque si, c'est possible. Donc, enfin, bon, bref. Mais bon, là, il faut chercher, mais sur Google, c'est sûr que vous allez trouver quelque chose avec des documents. Par exemple, moi, je suis en train de regarder pour le village où j'habite, Saint-Martin-de-Londres. Il y a les services de l'État dans l'Hérault et je peux accéder au moins aux documents qui présentent le PPRI sur la zone. Donc, D'autres, il semblerait qu'il n'y ait pas de PPRI au Claret. C'est possible qu'en tout cas, s'il n'y a pas de risque d'inondation, ils ne vont pas en faire un. C'est sur les zones où il y a des problèmes récurrents d'inondation. Par contre, sur les services de l'État dans l'Hérault, si vous tapez PPRI Claret, PPRI Loret, etc., vous allez au moins avoir une fiche d'information sur les risques naturels, miniers et technologiques par commune. Et du coup, c'est lui qui vous dira, par rapport à ça, si le risque naturel, c'est plutôt de l'inondation, si c'est plutôt des feux de forêt, des incendies, ou s'il y a une usine à risque Céveso qui est installée sur la commune, etc. Et là, vous tombez sur une fiche très synthétique, il n'y a pas forcément d'informations cartographiques, mais au moins on vous dit s'il y a des risques liés à l'inondation, et s'il y en a, est-ce qu'il y a des procédures, des plans de prévention qui ont déjà été proposés, ou si c'est en cours. Il n'y a pas de PPR approuvé pour Claret ni pour Loret. Ouais, ok. Vous pouvez trouver ça aussi sur les documentations du BRGM, donc sur les
documentation géologique et hydrologique publiée par le BRGM, qui en fait effectivement eux aussi répertorient les risques liés aux différents territoires. Alors ça peut être notamment attaché aussi sur les cartes géologiques, où vous pouvez avoir des portions qui traitent de ça. Ok. Mais encore une fois, vous n'aurez pas forcément une vision cartographique. Hein. Là, on est un peu dans la même situation que ce qu'évoquait Nicolas. Ok, ça va. Bon, bah, on va chercher. Et dans les PPRI en cours, non, il n'y a même pas, il n'y a pas Claret. Non, visiblement, ni Claret ni Lormet dans les PPRI. Bon, ceux qui s'occupaient de l'eau, là, avaient quelques soucis pour basculer d'une vision générale à une vision plus focalisée. On avait l'impression que les groupes qu'on parlait avant sur les espaces pastoraux, la friche, la forêt d'un côté, ou sur les espaces cultivés, avaient visiblement moins de problèmes pour, c'est vrai que ça paraît a priori plus simple, pour essayer de trouver du grain à moudre pour la suite. Mais au niveau de tout ce qui est urbain, bâti, artificialisation, etc., vous avez le même souci que le groupe O. Donc c'est le groupe de qui? C'est le groupe de Rémi, Camilla, Tiffen, c'est ça? Oui, le groupe bâti, c'est nous. Ouais. Et alors, vous n'avez pas de problème, vous? C'est bon. Allô? J'ai pas entendu. Oui. Oui, je disais, donc le groupe O avait tout à l'heure, il faisait état de difficultés pour passer de quelque chose d'assez général à quelque chose de plus focalisé sur leur objet, qui est l'objet O. Donc là, on a commencé à en discuter. Et pour ce qui vous concerne, vous, est-ce que, une fois que vous avez fait cette première vue d'ensemble, quand vous allez passer à vous intéresser spécifiquement à tout ce qui est artificiel, humain, bâti, urbain, est-ce que ça va? Vous êtes à l'aise? Vous savez vers quoi vous allez aller? Les questions que vous vous posez? Ou est-ce que vous êtes un peu comme ça Pour l'instant, on ne s'est pas posé la question parce qu'on a travaillé que sur le niveau global. Mais après, on a un groupe pas trop disponible, on va dire. Enfin bref, du coup, pour l'instant, on ne s'est pas posé la question. Donc, on a bossé à 2-3 sur ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, histoire de comprendre la globalité. Et on ne s'est pas encore posé la question de l'urbain, etc. Donc, je ne sais pas, sans doute qu'on aura des difficultés, mais pour l'instant, on ne les a pas rencontrées, étant donné qu'on ne s'est pas penché sur ça. Ok, d'accord. Bon. Quoi d'autre pour cette séance d'aujourd'hui là qui commence à durer? Ouais, moi je vais bientôt devoir. Qu'est-ce que vous proposez? Je pense, moi j'aurais tendance à proposer qu'on conclue. Oui. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous manquent là par rapport à... Bon, déjà, je pense qu'on a rebrassé pas mal de choses. Moi, déjà, je voulais vous féliciter, ou en tout cas, les présentations, les éléments que vous nous avez présentés, ça montre bien que vous avez compris les objectifs, que vous avez pris la main sur les outils que vous avez appris à utiliser tout seul. Donc, déjà, ça, c'est un grand pas, on va dire, et je pense que c'est plutôt prometteur. Du coup, je pense qu'il ne faut pas hésiter. On refait un point vendredi sur ce même thème. D'ici là, je vous en ai informé par mail, mais si vous rencontrez des problèmes, moi j'essaierai de rester en contact avec le forum pour essayer de faire le lien et éventuellement vous débloquer. Est-ce que, pareil, si vous avez des éléments qui vous vous dites, ah tiens, moi j'aimerais pouvoir faire ça avec QGIS, mais je ne sais pas le faire, n'hésitez pas à le poser sur le forum, etc., pour qu'après on puisse réfléchir ensemble à une méthodologie. Voilà. Partez du principe que le logiciel SIG va pouvoir a priori tout faire, sous réserve d'avoir la donnée pour le faire, mais il va pouvoir tout faire. Ça va être plus ou moins compliqué, plus ou moins facile pour des non-experts comme vous l'êtes pour la plupart. Mais du coup, ne vous restreignez pas et essayez d'être inventif et dire, ah bah tiens, moi j'aimerais faire ci, moi j'aimerais faire ça. On a vu qu'il y a un groupe qui nous a présenté des éléments
relatifs au relief. Je pense que ça peut aussi s'accompagner de l'outil Coupe Topo là, que je vous avais montré sous Géoportail. Hein. Ça peut être, vous faites une capture d'écran, vous l'insérez à côté, vous positionnez l'élément issu de Géoportail en dessous de votre zone avec, où on voit où a été réalisée la coupe. Voilà, c'est une information qui permet de donner du relief aux captures d'écran que vous avez déjà commencé à produire. Et voilà, il faut recouper au maximum ces informations pour essayer de compiler quelque chose. Encore une fois, je vous dis, essayez pas de vous arracher les cheveux à sortir un truc de fou. Hein. Ce qu'on vous demande, c'est des choses assez simples, mais on vous demande de l'organiser, d'organiser un petit peu votre discours au regard des informations que vous allez pouvoir trouver dans les différents documents, qu'ils soient cartos, statistiques, etc., que vous allez trouver, soit à partir de ce qu'on vous a donné, soit sur des éléments que vous allez dégoter vous-même via Internet, etc. Donc, continuez sur cette lignée et attendez pas vendredi fin d'après-midi pour nous faire part éventuellement de blocages que vous auriez. Alors, justement, donc, ce qu'on allait vous proposer maintenant pour la suite, donc effectivement, il y a 2 étapes. Hein. Il y en a une à terminer un petit peu là, c'est cette vue d'ensemble que chaque groupe a réalisée. Je pense que c'est nécessaire pour pouvoir resituer son objet spécifique dans le contexte paysager, le contexte géographique de la zone. Donc ça, il faut que vous avanciez un petit peu là-dessus. Mais attention, ça c'est qu'une première étape, c'est pour prendre contact avec le terrain. Maintenant, il faut que vous passiez les uns les autres à partir de cette deuxième partie de semaine et surtout à partir de la semaine prochaine. Il faudra que vous focalisiez sur l'objet que vous avez choisi de traiter. Pour avancer là-dessus, on a décidé de se partager un peu le travail pour qu'on puisse avoir des échanges qui ne soient pas systématiquement en groupe de 25-30, mais que ça puisse être des fois aussi plus efficace en travaillant en petits groupes d'échange. Donc, l'idée, c'est que Nicolas, qui est un petit peu l'homme orchestre et qui sait tout faire, donc se focalise, en tout cas, reste relativement transversal et puisse servir de personnes ressources, de guides, d'interlocuteurs pour tout ce qui est très transversal et outils, donc géomatique, les bases de données, etc. Pendant que Frédéric et moi, on va se focaliser plutôt sur les thèmes. Frédéric prenant le thème eau, évidemment, et le thème urbanisation, et moi prenant plutôt le thème espace cultivé et espace pastoral. Ça va? Oui. Ça, c'est un oui collectif qui fait chaud au cœur. Et peut-être si effectivement il n'y a pas d'autres questions, etc., on peut clôturer le… Olivier, on t'a perdu ou tu es stupéfait par la remontée des réponses? Je crois qu'on l'a perdu, c'est figé. Ok. Bon, du coup, je vous propose, on est tous un petit peu, moi j'ai l'impression là sur cette deuxième semaine là qu'on est troisième semaine déjà. Troisième, hein, pardon, ouais, troisième, et j'arrive même plus à compter, je ne sais même plus quel jour on est. On est tous un peu fatigués, hein, donc ça commence un peu à tirer sur la corde. On subit tous un peu l'effet du confinement. Nous, on a l'honnêteté d'afficher nos figures, mais du coup, vous voyez qu'on commence un peu à se détériorer aussi. Donc, je pense qu'on en tiendra compte, hein, mais l'idée, là, c'est de trouver aussi des ressorts pour pouvoir rebondir, pour pouvoir continuer à travailler dans ces conditions un peu exceptionnelles sur un format de travail de groupe qui est quand même pas évident à mettre en place. Donc, voilà, attendez pas que ce soit la crise dans votre groupe, etc., pour nous en faire part. Soyez à même de nous faire remonter un peu les situations que vous rencontrez, les points de blocage assez tôt pour qu'on puisse, dans la mesure du possible, vous accompagner et vous apporter des solutions, si on en est capable. Sur ce, on se dit à très bientôt. Oui. Merci. Merci. Okay. Allez, bon courage, bonne continuation. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Enregistrement, Nicolas?
L'enregistrement, je vais l'arrêter et puis faire j'espère qu'il va marcher, mais autrement, la prochaine fois, je ne prendrai plus la main sur le truc. Arrêter l'enregistrement, yes. Voilà. Olivier, on t'a récupéré ou pas? Mais je ne le vois pas. Ah, si, en bas, Il il est. est en bas, mais je pense qu'il est en train de se reconnecter. Bon, à bientôt, Fred. Salut, ciao.